Sans doute un tournant politique important en Algérie où après plus de 3 ans de détention, les deux chefs historiques du Front islamique du salut ont été placés en résidence surveillée. En France, mise en garde à vue dans les locaux de l'APJ du PDG de la Sophira, Jean-Louis Dutarret, un homme très proche de l'ancien ministre de la Communication, Alain Carignon, dans le cadre de l'instruction du dossier Dauphiné News. À Lyon, le pronostic reste extrêmement sombre pour le cardinal Etchega, le cardinal de Courtrai, maintenu artificiellement en vie par ses médecins. À l'occasion de l'ouverture à Paris du procès d'une exciseuse, nous reviendrons longuement avec un document accablant et le témoignage d'une femme africaine elle-même excisée sur ses pratiques de mutilation sexuelle dont sont encore victimes 2 millions de fillettes chaque année. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la soirée de Coupe européenne de football, une soirée qui a vu une pluie de buts et les victoires de Marseille, de Cannes et de Bordeaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Geste politique lourd de conséquences, sans doute, de la part des dirigeants algériens. Après plus de 3 ans de détention pour atteinte à la sécurité de l'État, les deux chefs historiques de l'ex-Front islamique du salut, dissous, Abbassi Madani et Ali Benhadj, ont en effet été placés en résidence surveillée et 3 autres responsables du FIS ont été libérés. Commentaire Philippe Rochaud. Voici l'homme dont la seule libération va permettre de relancer le dialogue en Algérie. Abbassi Madani, chef historique du Front islamique du salut qui purgeait une peine de 12 ans de détention à la prison de Blida. Incarcéré en janvier 92 après l'interruption du processus électoral, il est depuis hier soir placé en résidence surveillée avec Ali Benhadj, son lieutenant. 3 autres de leurs compagnons sont libérés. À la mosquée Al-Quds, celle où officiaient Madani et Benhadj, les réactions ce matin n'étaient pas à la mesure de l'événement qui marque la réhabilitation du fils en Algérie, 2 ans après les élections qu'il était sur le point de remporter. Mais chez les islamistes modérés, c'est le soulagement qui domine. C'est une mesure très courageuse et très sage qui vient couronner une phase du dialogue national entre les partis et le gouvernement. Elle vise à restaurer la confiance. On y voit de gros espoirs dans un retour prochain à la légalité. Cette mesure correspond aux espérances du peuple algérien. Ces mesures de libération des gens du FIS ont été rendues possibles grâce au dialogue engagé entre le pouvoir du président Yamin Zerwal et l'opposition. 5 partis conservateurs ont plaidé pour la réhabilitation du Front islamique du salut comme clé de la réconciliation nationale. Mais dans les rues d'Alger, la population restait sceptique. Cette guerre civile qui a fait près de 10 000 morts ne va pas s'arrêter. Quel impact ça aura sur l'avenir d'Algérie? Le même qui est celui d'hier. Aucun. C'est que pour dialoguer officiellement avec le pouvoir, le FIS a posé 14 conditions, dont la levée de l'état d'urgence. Mais le Front islamique du salut, pour montrer son autorité, devra faire taire les extrémistes du groupe islamique armé, responsable de la plupart des attentats de ces derniers mois, de la mort de 17 Français ou de l'incendie de 400 écoles. Il en va de sa crédibilité. Les responsables du FIS en exil à l'étranger estiment que ces premières mesures de clémence décidées par le président Zerwal sont un bon début. Je vous propose d'entendre le point de vue du principal responsable du FIS en Europe, Rabah Kebir, exilé en Allemagne et qu'a interrogé Gilles Rabin. Au nom du Tout-Puissant et du Miséricordieux, je rends grâce à Dieu et que la bénédiction d'Allah soit sur le prophète et qu'il aille en paix. Nous sommes heureux et nous nous réjouissons de la libération d'une partie de nos dirigeants. Mais le président algérien Zerwal doit aller plus loin dans ce qu'il vient de commencer. Il doit libérer le reste des cadres du FIS. Le FIS ira-t-il à la table ronde proposée par le gouvernement algérien mardi prochain? Je ne pense pas, car les conditions de base indispensables ne sont pas encore réalisées. Il est vrai qu'une partie de nos dirigeants a été libérée, mais pas tous, et c'est une condition impérative. De toute façon, si la direction du FIS décidait d'entrer en négociation, nous pensons qu'il serait logique que les 2 parties déclarent une trêve avant le début des négociations pour qu'elles aient lieu dans un climat acceptable et raisonnable. Les réactions des autorités françaises à ces mesures de clémence sont pour l'instant prudentes et circonspectes. Il faut dire que depuis le début de cette crise algérienne, Paris semble avoir eu quelques difficultés à définir une ligne claire et a toujours semblé hésiter entre 2 voies, entre 2 stratégies, celle des diplomates et celle des sécuritaires. Commentaire Philippe Arroir. Alain Juppé ne peut que saluer la décision du gouvernement algérien. La France a toujours encouragé un dialogue politique en Algérie,
Toute évolution, ouverture, diversification est une bonne chose, dit M. Juppé, façon de montrer que la position française vis-à-vis du FIS peut s'assouplir. Mais le ministre des Affaires étrangères reste prudent, car la mouvance islamiste est divisée, de même que le pouvoir algérien dominé par les militaires. Charles Pasqua reste silencieux ou presque. Laissons les Algériens régler leurs affaires entre eux, commande-t-il, mais il ne peut être que méfiant. Les ultras du groupe islamiste armé, opposés au FIS, sont farouchement contre le dialogue avec le pouvoir algérien qu'ils appellent la junte. On peut s'attendre de leur part à une campagne de violence contre les partisans du dialogue afin de faire capoter tout compromis. La France a déjà été échaudée. Au nom de la sécurité, il n'est donc pas question de relâcher la surveillance des réseaux islamistes. Tout le monde est d'accord. Le président Zeroual a pris un grand risque, mais le processus ne fait que commencer. Personne ne sait au juste où il va aboutir. Pour mieux comprendre l'importance de ce qui se passe actuellement en Algérie, je vous propose l'analyse de l'un de nos confrères, Slimane Zeguidour, grand reporter à l'hebdomadaire La Vie. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est pour vous la signification de ce geste aujourd'hui des autorités algériennes ? C'est une victoire des pragmatiques des deux camps, parce que l'armée du FIS ainsi que l'armée qui est le vrai pouvoir en Algérie se sont jurés chacun la perte l'un de l'autre. N'ayant pas réussi à atteindre chacun son but après 2 ans de carnage et de destruction de l'économie du pays, ils ont donc décidé de négocier. C'est une victoire de ces pragmatiques, non pas contre leurs adversaires, mais contre leurs propres extrémistes, car ces extrémistes existent dans chaque camp. Donc le pas décisif de cette histoire, c'est que les pragmatiques sont décidés à discuter, et on peut présumer qu'une bonne partie de la population algérienne appuie, même si elle n'y croit pas encore beaucoup, ce rapprochement. Selon vous, est-ce qu'il y a eu des concessions pour préparer ce geste de clémence, des concessions de part et d'autre ? Le FIS a fait beaucoup de concessions puisque il a accepté donc cette mesure d'élargissement sans que d'autres conditions, notamment la libération de tous les prisonniers du FIS, l'amnistie des maquisards qui sont dans le Djebel ou en fuite, la réhabilitation préalable du FIS à la libération de ses dirigeants. Donc il n'a pas encore obtenu satisfaction sur ces points-là. De la part du pouvoir, la concession est de taille puisque depuis 2 ans, pour le pouvoir, le FIS était un parti dissous et qui était complètement anéanti, au point que la presse pro-gouvernementale ne citait jamais le FIS sans ajouter dissous. Sans lire dans le mar de café, est-ce que selon vous, on va voir un jour prochainement le retour au processus électoral en Algérie? Il faut le rappeler que les élections avaient été arrêtées après le premier tour, qui avait vu un très large succès du FIS. Est-ce qu'il y aura un jour un second tour prochainement? Mais je crois qu'une des exigences essentielles des dirigeants du FIS, qui eux sont sûrs de leur fait et sont conscients du poids qu'ils ont dans la société, c'est le retour au processus électoral. Autrement dit, un retour à la case départ après 2 ans de carnage. Parce que le FIS a tout intérêt à jouer la carte du retour au processus électoral, parce que d'un côté, sur le plan international, il apparaîtrait comme le parti qui milite pour un retour à la légalité et donc au sort du suffrage universel, et en même temps, il est sûr, et on peut présumer qu'il n'a pas tout à fait tort, de l'emporter sans aucun doute. Merci beaucoup Slimane Zeguidour pour ces précisions. En France, après la réforme du Code de la nationalité, le gouvernement français lance aujourd'hui une grande campagne par tract et surtout par message radio à destination des jeunes étrangers sur le thème « Devenir français ». Aujourd'hui, c'est à moi de choisir. Le nouveau Code de la nationalité prévoit en effet que les jeunes de 16 à 21 ans, nés en France et qui y résident depuis au moins 5 ans, doivent désormais manifester expressément leur volonté d'acquérir la nationalité française. Cette nouvelle législation est en place depuis le 1er janvier et déjà près de 25 000 jeunes étrangers ont manifesté leur désir de devenir français. Reportage Valérie Gagé, Frédéric Bonnet. Karim ne deviendra pas français sans l'avoir demandé. Né en France de parents marocains, ce jeune homme de 17 ans a vécu toute sa vie en région parisienne. Aujourd'hui, il a choisi de manifester sa volonté d'être français devant un tribunal d'instance. Il lui suffit de fournir un extrait d'acte de naissance et de prouver, notamment avec des certificats de scolarité, qu'il résidait en France ces 5 dernières années. Une démarche qu'il juge normale.
Tout le monde ne veut pas être français. Il y en a qui préfèrent garder leur nationalité, celle de leurs parents. Moi, je pense avoir encore des racines, mais j'ai besoin d'avoir ma carte d'identité. Certains jeunes mal informés ou marginalisés pourraient pâtir de la nouvelle législation. Ceux qui n'ont pas eu de scolarité régulière ou les chômeurs non inscrits à la NPE auront par exemple du mal à prouver qu'ils résident en France depuis au moins 5 ans. D'autres devront aller contre l'avis de leurs parents. C'est vrai qu'il y a des difficultés certaines, puisque il va falloir que l'imagination prenne toute sa puissance et que le jeune trouve des documents émanant d'autorités extérieures à la famille pour prouver cette résidence en France. Au cours des 6 premiers mois de l'année 94, plus de 24 000 jeunes ont manifesté leur volonté de devenir français. Seules 254 demandes enregistrées ont été refusées, mais 2 tiers des jeunes de 16, 17 et 18 ans concernés par la nouvelle loi ne s'étaient pas encore manifestés. À Lyon, le cardinal de Courtrai se trouve toujours dans un état critique. L'archevêque de Lyon est maintenu artificiellement en vie par ses médecins qui font état ce soir d'un pronostic extrêmement sombre. Les retombées des déclarations de François Mitterrand lundi soir sur France 2, le chef de l'État avait admis avoir recommandé à ses gardes des Sceaux de freiner certaines procédures judiciaires qui ravivaient, selon lui, des plaies dans la nation et dans la société française. Déclaration qui a indigné l'Observatoire des libertés, un organisme composé de magistrats, d'avocats et de parlementaires, et qui demande officiellement aujourd'hui une commission d'enquête parlementaire sur les entraves au fonctionnement de la justice. Tout à l'heure, le garde des Sceaux, Pierre Ménuri, a déclaré qu'il n'était pas opposé à la création d'une telle commission d'enquête. Il a également assuré que Maurice Papon sera jugé tout à fait normalement. Le passé de François Mitterrand et surtout la révélation de ses relations prolongées avec René Bousquet avait déjà provoqué de violents affrontements entre responsables socialistes mercredi dernier. L'ordre du jour de la réunion du bureau national du PS cet après-midi ne prévoyait pas officiellement d'aborder cette question sensible, mais Henri Emmanuelli a tenu à faire une déclaration à ce sujet. Sur place pour France 2, Guylaine Chenu. La question n'est pas à l'ordre du jour et pourtant elle est dans tous les esprits. Après les explications de François Mitterrand, les positions des socialistes n'ont pas beaucoup évolué. Les plus troublés le restent et les convaincus aussi. Tous gardent en mémoire le débat violent et brutal qui s'est déroulé ici la semaine dernière. Alors, on essaie avant tout de calmer le jeu. Logiquement, je crois qu'une attitude responsable voudrait qu'on s'en tienne là et puis juste là. Le retour au calme, la sérénité, au travail politique, à la combativité. Et finalement, il n'y aura pas de débat sur le sujet ni de texte affirmant un soutien inconditionnel au président. Juste une déclaration du premier secrétaire. Le Parti socialiste, après avoir entendu le chef de l'État, tient à lui exprimer sa confiance et sa reconnaissance pour les choix faits, les victoires remportées et les actions menées au nom de tous les socialistes. Un texte de consensus dont chaque mot est pesé et qui a donc l'avantage de satisfaire tout le monde. Mais le débat sur le mitterrandisme est loin d'être épuisé et les socialistes s'apprêtent à le voir ressurgir bientôt. Raymond Barre n'entend pas être absent du débat présidentiel de l'année prochaine. Il a présenté aujourd'hui dans sa lettre mensuelle Faits et arguments 7 objectifs pour la France, des objectifs qui, selon l'ancien Premier ministre, se dessinaient déjà en 88 lorsqu'il était candidat lui-même. Édouard Balladur, lui, ne cache pas son optimisme, tout au moins sur le plan économique. Le Premier ministre a réaffirmé ce matin que la croissance était revenue en France. Édouard Balladur était à Lille pour conclure les travaux de l'Association des présidents de conseils généraux, un congrès qui a été l'occasion d'une rencontre avec Jacques Chirac, de retour des Antilles. Jacques Chirac invité en tant que président du Conseil général de Paris. Les deux hommes ont déjeuné côte à côte dans une bonne ambiance, une bonne humeur, a-t-on dit, et cela dans les salons de la préfecture Nord. Le président du RPR était rentré ce matin même d'un voyage aux Antilles à l'invitation, entre autres, de Lucette Michaud-Chevry, ministre de l'Action humanitaire et surtout présidente RPR du Conseil régional de Guadeloupe, une personnalité haute en couleur. Reportage de nos envoyés spéciaux, Véronique Saint-Olive, Marcel Martin. Quand Jacques Chirac arrive en Guadeloupe, la Dame de Fer des Antilles baisse la garde. Mais c'est pour mieux le prendre en main. Depuis 1986, Lucette Michaud-Chevry n'a pas lâché le président du RPR. Et c'est pour lui faire plaisir qu'elle est entrée comme ministre de l'Action humanitaire dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Mais pour elle, il n'y a qu'un doudou qui vaille.
Et C7, comme l'appelle Jacques Chirac, le dit sans embâge. Doudou, c'est un terme qui exprime une très grande affectivité. Et tu en quelque sorte pour nous. Ici, Lucette Michaud-Chevry règne sans partage. Maire, conseiller général, présidente du conseil régional, tout passe par elle. À Paris, sa fougue et sa passion irritent parfois. À Pointe-à-Pitre, certains dénoncent sa dictature, elle s'en moque. Son seul vrai combat, il est pour Jacques Chirac, et pour lui, le ministre se double d'une femme attentive. Tu sais que Chirac, il a pris un petit peu de ventre, hein? Et il faut lui dire de faire un petit peu de gymnastique. Mais quand le président du RPR vient chez elle, avec un petit cadeau à la main, Lucette n'a plus aucune réticence. C'est ça l'amitié, pouvoir à tout moment se dire ce qu'on pense, qu'on veut faire ensemble, jusqu'où on veut aller, s'autocritiquer. Et c'est ça qui est fort. Mais nous sommes vraiment de bons amis. J'ai beaucoup d'estime pour Jacques Chirac. Je ne le cache pas, je ne le cacherai jamais. Et le soir, devant les militants, elle fait partager son enthousiasme. Ensemble, crier. Quoi, qu'on nous va dire. Vive Chirac! Décidément, Lucette Michaud-Chevry, on ne la changera pas. Elle a beau vouloir être prudente, c'est plus fort qu'elle. Elle dit toujours ce qu'elle pense. Si l'on en croit le dernier baromètre présidentiel que publie ce matin nos confrères du Parisien, Jacques Delors talonne Édouard Balladur dans ce classement des personnalités à qui les Français feraient confiance comme président de la République. Édouard Balladur arrive en effet en tête avec 53%, en hausse de 3%, suivi de Jacques Delors, 52%, en hausse de 5 points, Raymond Barre, 38%, en hausse de 3 points, et Jacques Chirac, 37%, en hausse également de 3 points. Spectaculaire rebondissement dans l'affaire du Dauphiné News dans laquelle Alain Carignon a déjà été mis en examen. L'avocat de l'ancien ministre de la Communication, Jean-Louis Dutarret, nommé récemment PDG de la Sophirade, a en effet été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Reportage Claude Sampère. Perquisition de la police, arrivée d'équipes de reportage. L'accueil ce matin dans les bureaux de M. Jean-Louis Dutarret était plutôt glacial. Nous souhaiterions rencontrer M. Dutarret. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Jean-Louis Dutarret n'est pas là et pour cause, il se trouve en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Paris. Ancien conseiller d'Alain Carignon au ministère de la Communication, actuel PDG de la Sophirade, d'une holding financière publique qui s'occupe d'audiovisuel, Jean-Louis Dutarret est en fait entendu depuis plus de 24 heures dans le cadre de l'affaire Carignon. Au départ, deux journaux à Grenoble News et Dauphiné News, deux journaux lancés à quelques mois des élections municipales de 1989 et qui disparaissent quelques semaines après avec un trou dans la caisse de 10 millions de francs. En 1990, bonne surprise pour M. Carignon, le trou est comblé par une filiale de la Lyonnaise des Eaux. Pourquoi? Comment? Mystère. 6 mois avant, le marché de la distribution des eaux à Grenoble avait été confié à une autre filiale de la Lyonnaise des Eaux. Une simple coïncidence, le juge s'interroge. Depuis juillet dernier, M. Carignon est mis en examen dans le cadre de cette affaire. Il avait alors démissionné de son poste de ministre de la Communication. Dès demain matin, son ami et collaborateur, M. Dutarret, sera présenté au juge Corroy à Lyon pour une mise en examen, accompagnée éventuellement d'une mise en détention si le magistrat le juge utile. Nouveau coup de filet touchant l'ETA militaire. 2 hommes considérés comme des membres importants de cette organisation clandestine ont en effet été interpellés dans les Pyrénées-Atlantiques et une cache de matériel destiné à fabriquer des explosifs a été découverte. Petite révolution dans la police parisienne après l'espionnage malheureux d'une réunion du PS à huis clos. Le nouveau directeur des renseignements généraux a annoncé cet après-midi à ses troupes l'abandon des missions relatives au suivi des partis politiques. Polémique près de Toulouse autour de la construction d'un magasin Leroy Merlin. Cette grande surface de 13 000 m² est quasiment achevée, mais son ouverture a été interdite par la municipalité qui invoque le problème de révision du plan d'occupation des sols après une levée de boucliers des écologistes locaux. Ce magasin étant édifié dans une zone verte, en principe protégée. La direction de ce magasin, qui a dû débaucher une partie du personnel, demande au tribunal administratif une décision rapide. Enquête de Christophe Larocca et Olivier Combe.
L'enseigne est en place, mais l'ouverture du magasin, prévue pour cette semaine, est reportée sine die. Si les parkings sont vides, c'est que les écologistes ont très vite réagi à la construction de la grande surface sur l'une des coulées vertes de l'agglomération toulousaine. En mai dernier, ils ont obtenu du tribunal administratif la suspension des travaux. Pourtant, un mois plus tard, Leroy Merlin décide d'embaucher 128 personnes, des salariés qui aujourd'hui manifestent contre les écologistes. Près de la moitié d'entre eux ont été licenciés pour cause de non-ouverture du magasin. Il y a quand même 150 familles qui sont en jeu, c'est pas de la rigolade. C'est une goutte d'eau par rapport à 3,5 millions de chômeurs, mais il y a 150 travails qui attendent pour un problème écologique qui n'a pas lieu d'être. Problème écologique, la question reste en suspens. À 200 mètres d'une rocade, bordée par un aérodrome, la coulée verte de Balma a du mal à justifier son nom. La direction de Leroy Merlin n'entre pas dans ce débat, elle s'en tient à un seul argument. Nous avons construit un magasin avec un permis de construire bien évidemment parfaitement légal. Parfaitement légal, mais délivré par une commune qui n'a pas autorité pour déclasser une zone verte, disent les écologistes. Pour eux, ce dossier est exemplaire. C'est un combat pour le droit. Il y a un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui est un document officiel, un document qui fait la loi. Et ce document-là a été violé à plusieurs reprises dans la construction de ce magasin Leroy Merlin. Nous n'avons pas le droit de perdre ce combat. Pourquoi nous le continuons? Parce que si nous perdons, nous faisons jurisprudence. Emploi d'un côté, environnement de l'autre, reste une question. Pourquoi le maire de Balma a-t-il autorisé une construction sur une zone aussi sensible? Joint par téléphone, il a refusé de nous apporter sa réponse. Après l'annonce hier de la vente au public, avant la fin de cette année, d'une partie du capital de Renault, plusieurs centaines de salariés de l'usine du Mans ont brièvement débrayé aujourd'hui pour marquer leur opposition à ce projet gouvernemental. Un projet qui fait un autre mécontent, le président de PSA, Jacques Calvet, qui sort ses griffes et demande au pouvoir public de renoncer à l'augmentation de capital de Renault prévue pour un montant de 2 milliards de francs. Dans la série Ombrade, le président d'Air France, Christian Blanc, a vendu la chaîne des hôtels Méridien au groupe britannique Forte, qui a proposé pour cela 1,9 milliard de francs, de préférence au groupe français Accor, qui lui ne proposait que 1,7 milliard de francs. Indignation à Forbach, le PDG de l'entreprise dans laquelle 3 employés avaient été très gravement irradiés et qui avaient été condamnés en février dernier à 12 mois de prison, dont 1 mois ferme. Ce PDG a bénéficié du train de grâce du 14 juillet. Reportage Pascal Doucet-Bon et Anne Mourgue. Cela fait 3 ans que Daniel Leroy n'a quasiment pas quitté son lit d'hôpital, service chirurgie plastique. Brûlé à 60%, des séquelles graves, il ne travaillera plus jamais. C'est sur son lit d'hôpital qu'il a appris la grâce présidentielle accordée à Philippe Magnien, le PDG de l'entreprise dans laquelle il travaillait, là où il a été irradié. Aujourd'hui, il se dit écœuré. Qu'est-ce que vous pensez de cette grâce présidentielle? C'est honteux, c'est tout à fait honteux. Hein. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ont le droit de tuer. Ils font n'importe quoi, ils bafouent la loi française, ils font n'importe quoi. Hein, et l'affaire est classée, quoi. Et nous, on est les cons. Hein. Daniel Leroy, toujours hanté par ce jour d'août 91. Employé dans la société EBS, il doit réparer un accélérateur de particules. Personne ne lui avait dit que c'était dangereux. Le 17 février dernier, la Cour d'appel de Metz avait condamné Philippe Magnien, PDG d'EBS, mais aussi le directeur, à 1 mois de prison ferme, motif blessure involontaire. Pour une question de date de procédure, seul Philippe Magnien a pu bénéficier de la grâce présidentielle. Il n'ira donc pas en prison, mais par avocat interposé, il se garde bien de crier victoire. Ça n'atténue en rien les souffrances de ces 2 blessés, mais je tenais à dire que nous ne nous en désintéressons pas du tout. Pour Daniel Leroy, comme pour les 2 autres personnes irradiées, l'affaire n'est pas finie pour autant. Cet après-midi encore, leur avocat plaidait devant le tribunal pour tenter de récupérer au moins des dommages et intérêts. Une Malienne de 48 ans comparaît depuis cet après-midi devant la cour d'assises de Paris pour avoir pratiqué des excisions sur des petites filles africaines. 2 des parents qui lui avaient confié entre guillemets leurs fillettes sont également dans le box des accusés. Depuis une réforme de 86, ces mutilations sont en effet considérées comme des crimes passibles de 15 ans de prison. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Jean Cornu. D'un côté la coutume, de l'autre la loi. Pour Araba, c'est la coutume qui fait qu'elle et ses sœurs ont été excisées au Mali. C'est la loi qui l'amène aujourd'hui en cour d'assises pour y répondre d'un crime, celui d'avoir fait exciser l'aînée de ses 3 filles. Et pourquoi pas les 2 autres, demande le président Yves Corneloup, parce que j'ai su après qu'en France, c'est défendu.
Senata, lui aussi, promet que ses filles ne seront plus excisées. « Je ne veux plus avoir de problème en France, dit-il. En plus, ce n'est pas une affaire d'homme. L'excision, je sais que ce n'est pas dans le Coran et que cela se fait depuis longtemps dans mon pays, en Mauritanie. » Hawa, elle, est poursuivie et détenue pour avoir pratiqué plusieurs ablations. Pour se défendre, elle n'a qu'une phrase : « L'excision existait avant ma naissance ». Pour l'avocate qui milite depuis 10 ans contre l'excision, la loi doit l'emporter sur la notion de coutume ancestrale. J'estime que les États africains, d'où ses parents sont originaires, portent une très lourde part de responsabilité, car les consulats qui sont ici ne manifestent pas beaucoup d'ardeur à prévenir leurs compatriotes qu'il leur appartient de se conformer à la loi française. Les 3 accusés encourent jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle et dans des récents procès, exciseuses et parents ont été condamnés à de la prison ferme. Effet de dissuasion, certainement, mais ce soir un expert psychiatre regrettait à la barre que la justice se substitue un peu trop souvent à une véritable campagne d'information. Ces pratiques d'excision datent du temps des pharaons. Selon l'OMS, ces mutilations sexuelles concernent près de 100 millions de femmes dans le monde. C'est le cas de notre invité avec qui nous allons parler dans un instant de ce douloureux problème, dans quelques instants. Chaque année, je vous le signale, environ 2 millions de fillettes, en majorité africaines, sont excisées. La conférence du Caire, qui vient de s'achever, consacrée à la population et au développement, a évoqué ce dramatique problème avec notamment la diffusion d'un reportage extrêmement dur réalisé par la chaîne américaine CNN, des images éprouvantes mais nécessaires, commentées par Philippe Gassot. Nagla sait à 10 ans que dans quelques secondes elle va souffrir. Il n'y aura pas de rébellion, juste un sourire tendu. La famille a préparé la fête. Elle n'a pas d'autre choix. Dans son milieu de gens modestes, toutes les petites filles sont excisées. Elles sont des milliers à attendre quotidiennement le grand jour. Celui qui fait peur, mais qui, dans une communion de douleur, rendra les petites filles semblables à leur mère. C'est le barbier qui officie. Il pratique plusieurs excisions par jour. Pour contenir la douleur, elle a beau appeler son père et sa mère, son ventre brûle. C'est le prophète qui ordonne. Il s'agit de réduire les besoins sexuels et c'est bien comme ça. Pour lui, la fillette est propre maintenant, lavée. Il n'est pas rare que des enfants meurent de septicémie pour avoir été mutilés sans aucune hygiène. Le risque est accepté, mais quelle que soit la croyance, la tradition, la souffrance a partout le même visage. Avec nous, Aïcha Sissoko, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes de nationalité malienne, vous avez 40 ans et vous avez été vous-même victime de cette mutilation sexuelle alors que vous étiez tout bébé. Vous militez actuellement en région parisienne dans une association qui se consacre aux femmes africaines. Je voulais vous demander tout simplement tout de suite de commenter le document que nous venons de voir. Mais c'est très dramatique pour les petites filles et en général pour les femmes. Nous, à l'association, ce combat, on n'a pas attendu que la France puisse voter une loi quelconque pour mener une campagne de sensibilisation. En tant que femmes ayant été victimes de ces mutilations, nous les combattons et nous travaillons pour que d'autres qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme moi et toutes celles qui m'accompagnent dans ce travail de sensibilisation puissent comprendre que ces mutilations sont des méfaits pour la santé de la femme. Et surtout, ce qu'il faut relever ici, si j'ai bien suivi le petit document qui vient de passer, c'est que le prophète n'a jamais ordonné ces mutilations sexuelles. Et un pays comme le Mali, où l'excision est quelque chose de fortement pratiqué, même si aujourd'hui des campagnes quand même de sensibilisation ont fait reculer le chiffre, si je peux dire. Au Mali, par exemple, on s'est quand même appuyé même sur des autorités religieuses pour convaincre les femmes à savoir que ça n'a rien de religieux. Voilà, précisément, c'est important de le dire, ce sont des pratiques ancestrales, mais qui n'ont absolument aucun rapport avec quelque région que ce soit. Du tout, du tout. C'est vrai que c'est fait dans un objectif de contrôle de la sexualité de la femme. C'était un moyen pour les hommes de pouvoir, notamment quand même, il faut aussi le dire,
tous ces pays qui pratiquent l'excision en général, c'est des pays où aussi la polygamie est quelque chose de fortement pratiqué. Et quand on sait que la polygamie, ce n'est pas autre chose que le passage de l'homme à tour de rôle dans la chambre de chacune de ces femmes, plus les femmes ont moins d'appétit sexuel, si je peux dire, mieux l'homme est sûr de pouvoir satisfaire à la fois toutes ces femmes et d'avoir un certain contrôle. Ça, c'est sûr que quelque part, la femme se fait mal pour plaire à l'homme. Mais ceci dit, ce n'est pas la religion qui quand même l'indique. Et je crois que les autorités maliennes ont fait le nécessaire dans ce sens. Si beaucoup de familles ont longuement pratiqué, c'était pour être en harmonie avec la religion parce qu'elles pensaient que ça venait de l'islam alors que ça ne vient pas de l'islam. Est-ce qu'encore actuellement en Afrique, on excise des fillettes de l'âge de 10 ans et quelles sont les séquelles psychologiques d'un tel acte? On excise des petites filles encore en Afrique, mais à l'âge de 10 ans, c'est chose rare. Et ça a évolué, je peux dire, depuis avant ma génération. Moi, personnellement, ça m'est arrivé dans les premiers jours de ma vie, c'est-à-dire dans la première semaine de la naissance. Et plus particulièrement au Mali, souvent on fait même coïncider ce jour-là avec le jour de baptême de l'enfant, c'est-à-dire au 7e jour de la naissance. Mais tout ça commence, il faut quand même laisser un peu d'espoir. Tout ça commence quand même à être compris. Il y a des femmes gynécologues qui se battent contre ça. Il y a des femmes matrones qui ont une certaine influence qui se battent contre ça. Nous approuvons la loi française, mais nous disons qu'elle n'est pas suffisante dans la mesure où, si ça ne doit pas empêcher aux petites filles de subir l'excision, elle n'est pas suffisante, mais c'est un début de quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit efficace et suffisante? C'est que des femmes africaines comme moi, ici et là-bas, on se mobilise pour nous convaincre nos sœurs. Parce que je crois que ce qui se passe actuellement d'ailleurs en France, c'est que les gens n'excisent plus leurs petites filles tellement ici. Mais on les amène en vacances. Nous, on est plus sollicités par les PMI sur le terrain pour nous dire, nous sommes inquiets, telle petite fille doit aller en vacances. Pourrez-vous être en contact avec la maman pour convaincre que la petite fille ne nous revienne pas excisée? Excusez-moi madame, je voulais vous poser une question peut-être un petit peu indiscrète. Comment vous, personnellement, vous vivez cette mutilation sexuelle? Je vis normalement et j'avoue qu'avant d'arriver en France, pour moi, je ne me sentais pas anormale. Je ne sentais pas qu'on m'avait fait quelque chose de mal. Bon, quand je suis arrivée là et qu'il y a eu tout ce tapage autour, ça m'a amené à réfléchir sur la question, à me poser des questions. Moi-même, j'ai 3 filles. Aucune d'entre elles n'est excisée, ne le sera pas. Je crois que c'est important quand même. Donc, je crois qu'il faut aussi relativiser au niveau de la question que vous posez. C'est vrai que, il y a des méfaits scientifiquement prouvés, ça c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus trop dramatiser les choses de telle sorte que des femmes déjà excisées comme moi-même se sentent comme anormales quelque part. Moi, je vis bien ma sexualité. S'il y a quelque chose qui me manque, peut-être, mais je ne me rends pas compte. Donc c'est difficile de dire une femme excisée jouit plus ou jouit moins qu'une autre. Ça, je crois que chacun ne peut juger que ce qu'il ressent. Celle qui n'est pas excisée, elle aura du mal à supposer que c'est comme si pour une femme non excisée. Je veux dire, c'est difficile. Mais ceci dit, nous combattons la chose parce que scientifiquement, au moins au niveau de la jouissance, si des choses ne peuvent pas être prouvées, ce qui peut être prouvé au niveau de l'accouchement, quand même, il y a des réalités qui sont concrètes. Merci infiniment pour votre témoignage ce soir. Alors l'actualité est ainsi faite, c'est la vie du monde. Nous allons maintenant, sans transition, comme disent certains de mes confrères, terminer ce journal avec le football, avec les coupes européennes qui ont eu lieu hier soir, avec des Marseillais en forme olympique au Pirée, avec une très très belle victoire face à l'Olympiakos, 2-1. Une bonne soirée pour les couleurs françaises puisque Cannes a écrasé les Turcs 4-0 et que Bordeaux a dominé les Norvégiens 3-1. Une véritable pluie de buts commentée par Yann Lavoie. Les clubs français brillent toujours lors du premier tour des Coupes européennes, alors il faut vite en profiter, il y a des buts en tout genre. Mais celui-là était très certainement le plus inattendu. Ferrer pour l'OM ouvre la marque à Athènes, Marseille club de division 2 qui fait la loi. Il y en a un qui connaît l'adage, les grandes équipes ne meurent jamais. Et Jean-Christophe Marquet souhaite lui de toutes ses forces que l'OM survive à ses problèmes actuels. Le but le plus idiot, mais alors vraiment le plus idiot, c'est celui que Gaëtan Huard s'inflige après 5 minutes de jeu. S'il n'y a pas d'hommes de main à Bordeaux, heureusement, il y a des hommes de tête. Dugarry emmènera les Girondins à la victoire 3-1 face à Lillestrøm.
Le plus beau but de la soirée, sans aucun doute, est l'œuvre d'Ardian Koznikou pour Cannes. Contrôle, protection de balle, accélération, frappe sèche et précise. Ardian Koznikou est albano-croate, mais il est avant tout buteur. Et passeur aussi. À Cannes, c'est lui qui s'offre un petit festival, sur l'aile, avant de servir hors la ville. Cannes a gagné 4-0 face au leader du championnat turc, Fenerbahçe, et s'est trouvé une idole en la personne de Koznikou, qui a inscrit 2 buts hier. Les Turcs ne lui ont pas pardonné, il s'en est presque excusé. Francis Borrelli, lui, a beaucoup apprécié. Et s'il a changé de club, il est désormais président de Cannes. Il a conservé sa sacoche fétiche entre ses pieds. En ce mercredi, 3 sorties importantes sur les grands écrans, Rouge, Wolf et Léon. Avec cette question qui agite les milieux du cinéma, le loup va-t-il dévorer le tueur professionnel de Besson? Le loup, c'est Jack Nicholson qui s'attaque à un nouveau rôle. Un reportage Pascal Deschamps, Vincent Maillard. On estime à plus de 80 les adaptations au cinéma du mythe du loup-garou. À grand renfort d'hémoglobine, de dents en plastique et de poils synthétiques, les forfaits de l'homme-loup ont terrifié des générations de cinéphiles. Des ficelles sur lesquelles, autant le dire tout de suite, le nouveau Wolf ne joue pas. À partir du même thème, un homme mordu par un loup en devient peu à peu un. Mike Nichols raconte l'histoire de Will Randall, un homme ordinaire, un homme d'aujourd'hui, sur le point de perdre son emploi, mais dont l'aventure va le couper peu à peu de ses semblables. Un loup dans le Vermont, ça m'étonnerait beaucoup. Tu n'étais pas là, Ralph. Tu es sûr que c'était pas un husky ou un berger allemand? Après tout, c'est vrai, il faisait nuit. On ne devait pas y voir grand-chose. Pleine lune. Et pour répondre à ta question, c'était un loup. La métamorphose est discrète et progressive. Les quelques transformations physiques ne sont là que pour suggérer celles plus profondes qui s'opèrent en lui. Will Randall redécouvre la sauvagerie qui est en lui, une sauvagerie qui n'est pas forcément mauvaise. Ce qui m'intéressait, c'était d'en faire un homme pour lequel tout s'écroule, dans un monde qui lui non plus ne va pas très bien. Et dans cette situation, il n'a qu'une solution, redécouvrir son inconscient. Vous êtes cinglé? Non, je ne fais que marquer mon territoire. Est-ce que vous vous sentez proche de lui? Oui. Pourquoi? Parce que je vieillis, comme lui il vieillit. Et lorsqu'on est vieux, il faut se battre encore plus fort. Mike Nichols a réalisé un Wolf sans doute moins cauchemardesque, mais certainement plus profond que ses prédécesseurs, sans trucage spectaculaire ni effets spéciaux révolutionnaires. Dernier journal vers minuit en compagnie de Catherine Sellac. Dans un instant, la météo, signée Sophie Davant, avec le retour d'éclaircies sur le sud-est, gravement touché par le mauvais temps ces dernières heures. Le dicton du jour, à la Sainte-Croix, cueille tes pommes et gaule tes noix. Je vous laisse pour me consacrer à ces activités importantes, non sans vous avoir donné rendez-vous à demain 20h. Excellente soirée, merci.